Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'Associati Talks. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Bon visionnage. Bonjour. Bienvenue sur ce 5e épisode d'Associati Talks. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Phase Architecte. Bienvenue. Donc, Tania et Véronique, merci d'être là. On vous rappelle que le Talks, c'est une discussion informelle sur l'architecture avec des gens qui sont intéressés, des architectes, designers, architectes d'intérieur. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, c'est l'objectif. On a l'iPad, on voit les commentaires, donc n'hésitez pas vraiment. Et puis, voilà, on espère que cet épisode va vous plaire. Et voilà. En tout cas, nous, on est ravis de vous recevoir. Ça fait plaisir, surtout que c'est pas un secret, mais c'est après la fois où on s'est vu au concours, vous avez inspiré ce format. Ouais. Ah oui, ouais. C'est marrant, on ne savait pas. Ouais, non, c'est la fois où on s'est vu pour le vernissage du concours. On a passé la soirée un petit moment ensemble, puis après on a bu un verre ensemble, et on s'est dit mais en fait faut pas le garder pour nous, faut qu'on partage ça avec plein de gens. Donc voilà. Vous êtes l'inspiration de ce podcast, donc on est très content de vous avoir. Très honoré. Merci pour l'invitation. C'est un format qui est vraiment chouette. Ça. Merci. On est content de vous avoir. Et du coup, je pense que ça serait chouette qu'on commence par quelque chose de très simple, mais que vous présentiez chacune un peu votre cursus, comment vous êtes arrivé à faire ce métier. Et puis après, on pourra enchaîner sur comment vous vous êtes rencontrés, des choses comme ça. Tu commences ou je commence ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à faire ce métier ? C'est vraiment pas vieux quand même. Alors, moi j'ai commencé par un peu des chemins de traverse. J'ai pas suivi la voie purement académique de la voie solidaire jusqu'à l'EPFL d'Utrecht. Je dirais que je l'ai peut-être fait d'abord par opposition adolescente où j'avais besoin de plus d'un format plus libre pour moi-même et d'indépendance et de gagner des sous et de pouvoir gérer mon temps. Et donc j'ai commencé par un apprentissage de dessinatrice en bâtiment. Okay. Et je savais pas que l'architecture allait autant me plaire. Et voilà, donc je passais cette étape de 4 années. J'ai fait ensuite un gymnase du soir en parallèle de premiers emplois comme dessinatrice où je m'occupais de chantiers ou de choses qui me dépassaient à 21 ans. Et puis ensuite, je suis rentrée à l'EPFL, où j'ai étudié. J'aurais pu être dispensée de stage, mais j'ai tellement aimé ça que j'ai cumulé 2 années de stage. Donc j'ai pris mon temps. Ouais, c'est cool. La voie lente et le chemin de traverse. Mais avec beaucoup d'expérience. Donc arriver à l'EPFL avec un bagage supplémentaire qui est, je pense, incroyable. Ouais, on apprenait encore à tailler les crayons. C'était une autre aventure. La cloche. Alors, on tournait la cloche. Ouais, on a vécu ça aussi en première année. Ça n'a pas tellement manqué, le moquerie. Je l'aimais bien. Ah ouais ? J'aimais bien le dessin en crayon, mais pas du tout écrire à l'encre, dans les chablons. Ah oui, ça. Dans les fontaines. Ok. Gratter à la lame de rasoir. Il fallait pas faire d'erreur. C'est la cigarette pour faire sécher le trac. Ça, c'était quoi avec le rotring ? Oui, bah oui. Ah ouais. Et puis, c'est que tout le monde fumait dans les bureaux. C'était une autre époque. Ouais. Comme quoi, la technologie et certaines choses, ça a du bon. Et toi, Tania ? Moi, j'ai fait ça peut-être à l'inverse de toi au début. J'ai fini très tôt l'école, à 17 ans. Et j'ai commencé le PFL vraiment tout de suite. Et du coup, je me retrouvais presque les plus jeunes. Et
j'ai pris du temps, j'ai pris 2 ans de stage. Ok. J'étais au Portugal à 19 ans pour mon premier stage. J'ai adoré, j'ai passé une année fantastique. Et j'ai découvert l'architecture vraiment là-bas. T'as été où J'étais à Lisbonne. À Lisbonne. Je travaillais chez João Luís Carrilho da Graça. Ok. À Lisbonne, et c'est vraiment, il y a un livre en face de nous de la piscine de Matosinhos de Cisa. C'était ce que j'ai découvert à 19 ans. Puis pour moi, c'était mes premières fortes émotions comme ça d'architecture et de presque physiquement. Ouais. Et c'est presque là les prémices. Avant, j'étais un peu arrivée par hasard, pourquoi pas. Ouais. J'aime bien l'art, j'aime bien dessiner. J'ai un esprit un peu cartésien, peut-être. Je suis arrivée là-dedans comme ça. Mais quand j'étais, moi, ma première année de stage à Lisbonne, j'ai un peu plongé dans le bain complètement. Et je suis retournée une deuxième année de stage. Ok. Et voilà, après j'ai fait mes études donc complètement à l'EPFL. On avait la chance d'avoir des profs qui venaient d'horizons différents. Donc, ça d'un coup, mais c'est cool. Et c'était une chouette période de ma vie. Et donc, je crois que toutes les deux, on a adoré nos études. Parce que c'était vraiment des moments super. Mais donc, ce qu'on a discuté ensemble, c'est qu'ils ont quand même sorti de l'EPFL, après un cheminement varié. Et c'est à ce moment-là que vous êtes rencontrés, ou comment ça s'est passé après la suite pour vous deux? Non, on a pris encore du temps. En fait, on aurait pu se rencontrer 1000 fois avant. Même avant nos études. Même avant nos études. On a grandi dans la même ville, on a fréquenté les mêmes bars, les mêmes concerts. Mais il fallait à 15 ans, tu vois. Il fallait pas que vous vous rencontriez avant, quoi. Voilà. et on s'est rencontrés vraiment sur le tard. Phase Architecte existe depuis 6 ans et demi. On a été fondé en novembre 2017. 16. Ça va faire 7 ans. 2016, voilà. Ça va faire 7 ans, on va sur nos 7 ans. Mais effectivement, et puis alors là, on s'est décidé très vite, mais tu sais, c'est comme les couples qui se rencontrent à 40 ans et décident d'avoir des enfants très vite. Sinon, il n'y a plus le temps. Voilà, ouais. On a eu des parcours au fait divers et variés. Enfin, on en parlera peut-être si on a le temps, mais et tout à coup, on s'est trouvé dans une situation où on était les deux disponibles et avec l'envie de travailler avec une ou un père et d'échanger. Et c'est allé très vite, c'est vrai. On s'est rencontrés dans la cour de l'école de nos garçons, qui étaient en classe ensemble. Et vous vous êtes dit, mais elle est architecte ou... C'était un peu ça. Tania, toi tu rentrais de Londres et puis tu n'avais pas vraiment un atelier où travailler. Et puis d'abord on s'est dit, on mange ensemble à midi. Et puis je t'ai montré mon atelier qui était un atelier partagé, mais qui ne permettait pas vraiment d'accueillir encore une personne de plus à ce moment-là. Et puis on s'est dit, on a bien aimé manger ensemble d'abord, on a bien aimé discuter ensemble, puis on s'est dit on pourrait faire un concours ensemble, on a aimé écrire ensemble. Et c'est vrai que ça a pas mal commencé comme ça. On partageait pas encore l'atelier ensemble, on a fait cette préparation, c'était un concours sur dossier, avec comme on fait souvent dans ces concours sur dossier, la compréhension de la problématique, fait où tu fais du projet avec des mots. En fait, on s'est fait une sorte de cadavre exquis. On commençait un texte, on se le passait, il avançait plus loin, et puis on a projeté en écrivant, et on s'est fait un peu rêver, on s'est donné envie en fait autour de cette façon-là d'échanger. Et on a été sélectionnés pour ce concours. C'était un concours pour une école à Payerne. À Payerne, pour des enfants avec des parcours particuliers, qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des handicaps parfois,
il y avait des enfants autistes, il y avait toutes sortes d'enfants, des enfants malvoyants ou sourds ou avec des handicaps physiques seulement, mais ils se retrouvaient tous réunis pour des questions de difficultés d'apprentissage. Et c'est quelque chose... Alors, bien sûr, la question de l'enfance, des réponses à apporter à l'enfance, ça nous intéresse beaucoup, mais aussi le handicap. Et d'avoir cette façon de devoir répondre avec l'architecture à des besoins particuliers et à des besoins ou des sensibilités qui sont beaucoup plus élevées que celles qui sont les nôtres, qui sont souvent quand même un peu endormies, on pourrait dire. Et on adore ça, on trouve que c'est tellement touchant, que tu es au cœur de l'essence un peu humaine. Et on l'a perdu, ce concours. Alors on s'est dit que... Mais vous avez gagné une collaboration qui dure depuis 7 ans et c'est dans le... C'est dit qu'il fallait en faire d'autres. Et c'est dans le processus de travail que vous êtes approché, quoi. Et très vite, après, moi, je cherchais un atelier. J'ai trouvé un atelier. Je dis, Véronique, viens voir, il est chouette. Au début, j'ai dit non, jamais de la vie. J'irai pas à Saint-Jean. C'est un super quartier. C'est joli, mais c'est très résidentiel. Et puis, j'étais à l'îlot 13 où ça bouillonnait. Et j'ai quand même réussi à la... Petit à petit. Pour 1 an et demi. Après, on s'est rapprochés. Oui, c'est vrai on que est c'était resté 18 mois. Et puis voilà, mais après, c'est vrai qu'on a gagné un peu coup sur coup 3 concours. Et on a dû agrandir notre équipe et on a cherché l'espace où on se trouve maintenant. Et on est très contente. Il y avait une sensation, je crois, comme pour toi comme pour moi, de poser nos valises. Tu sais, ça fait beaucoup de bien. On est bien. Vous l'avez aménagé, vous l'avez retravaillé l'espace Pas énormément, il était très brut. En fait, on a juste installé des luminaires et posé nos meubles et déballé les valises. C'est ça. C'était ça, c'était prêt à l'emploi. L'escalier qui mène aux toilettes, on l'a juste coupé et on l'a mis différemment. En fait, on l'a tourné d'une façon un peu plus dangereuse. Oui, juste. Moi, j'ai eu la chance de visiter votre atelier quand on a préparé un peu l'entretien il y a quelques semaines. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment la collection de matériaux et de textures et de choses physiques, en fait, que vous avez là-bas. C'est un truc, ok, on le voit dans des bureaux, il y a des échantillons, il y a des genres de choses, mais vous allez, je pense, plus loin, et c'est quelque chose qui, dans votre approche, j'ai l'impression, est quelque chose de super important. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai vu des échantillons partout. Et en plus, c'est drôle parce qu'on reconnaît les projets, du coup, parce que chaque projet a quand même une matérialité hyper spécifique, avec une approche très singulière. Et j'ai vu un bout de liège, je me dis, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. J'ai vu un bout de façade, un bout de bois, je me dis, ah, c'est la même couleur que ça. Enfin, c'est assez cool. Ça, c'est un truc que vous avez apporté avec vous ou vous l'avez construit, votre bibliothèque là-bas? C'est-à-dire que... Non, on l'a construite parce que... On avait des petits trucs qui traînaient, mais c'est ça, il y a des pierres, il y a des choses qui étaient déjà là, il y avait... disons, toi, tu rentrais, donc moi, tu n'avais rien dans tes valises. Peu de choses. Et puis, moi, j'avais des choses, mais j'étais aussi dans un atelier partagé, donc on avait des matériaux en commun. Et c'est aussi un bureau qui aime beaucoup travailler avec les matérialités. Alors... voilà, j'ai pas tout repris, j'ai pris des choses qui étaient celles du jardin alpin beaucoup, les calcaires et ces choses-là. Et puis on peut pas s'en empêcher en fait. À chaque Mais fois, tu parlais de ce premier appel d'offres, de cette première candidature, et c'est vrai que déjà là, on parlait du côté tactile des choses. C'est vrai que quand on a un handicap, on le compense par une autre sensation, et les sens, c'est quelque chose avec lequel on vit vraiment l'architecture, et c'est quelque chose auquel on est très sensible. Donc ce projet, en fait, le premier projet a vraiment un peu résumé, enfin,
introduit un peu vos obsessions, on va dire. C'est en possible, commun. il y avait beaucoup de choses à dire parce que cette question de la sensibilité au sens, comme disait Tania, c'est... alors il y a le tact, il y a l'aisance, il y a la vue, mais il y a aussi le son, et ça... à travers cet écrit-là, de compréhension de problématiques particulières, tout était un peu posé. Oui. Et petit à petit aussi, sur ces 7 dernières années, presque, on a aussi beaucoup développé cette question sur les matérialités et aussi sur les questions environnementales qui touchent aux matérialités. Et de construire avec des matériaux sains, je pense que c'est quelque chose qui nous a accompagnés tout le long de notre profession, autant toi que moi, sur les 25, ou on ne va pas les compter, ces années depuis qu'on pratique l'architecture. C'est ça, là. Ça depuis toujours, c'est quelque chose auquel on est sensible, mais c'est vrai que on est allé plus loin ces dernières années, et c'est aussi une question brûlante en ce moment, et ça nous pousse. On est aussi assez persévérante, donc on va assez loin dans ces questions-là, et on les questionne. Et quand on cherche, on collecte des matériaux, et ça donne ce que tu as vu, cette espèce de temps en temps, on n'en peut plus. Il y a trop de chenilles. Non, mais je pense que pour manger, parce que moi j'ai beaucoup apprécié ça. C'est aussi voir les collaborateurs avec, les gens qui travaillent avec vous et qui sont dans les projets. Il y a vraiment une question de 100% concret. Et ça, je trouvais ça super cool. C'est quelque chose que... c'est un des trucs qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé dans le bureau. De temps en temps, on dit à nos collaboratrices et collaborateurs, maintenant, il faut ranger. Ils en ramènent chez eux ou des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'étaler, c'est vite fait quand même. Et justement, quand tu assembles des matérialités, tu les poses par terre, tu les mets au mur, tu compares, tu déploies, et... au bout d'un moment, tu peux pas tout retenir. Il y a des choses qu'on écarte aussi. Et puis il y a des choses qui migrent d'un projet à l'autre, bien sûr. Et ça, c'est cool d'avoir tout sous la main, en fait. Et dans l'évolution, il y a aussi quand même un grand rapport qui s'est développé au paysage. On en parlera peut-être après avec les projets. Mais on l'a remarqué quand on s'est vu pour ce vernissage, où il y avait genre une attention aussi fine que le bâtiment à ces aménagements, et vous nous avez conseillé de commander le livre de Pietou Dolph, et vous nous avez dit que vous faisiez une formation, vous passiez le REG en paysagisme. Attends, faut pas vendre la peau de l'ours avant de... Mais effectivement, le paysage, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et puis, c'est un long parcours. On s'intéresse à la botanique, on s'intéresse à nommer les choses aussi, et puis à comprendre le vivant de manière générale. Et pour nous, la réflexion de l'architecture, elle ne s'arrête pas au moment où tu passes la porte. Et penser un espace extérieur, ça, c'est une continuité de pensée par rapport... Il n'y a pas de différence. C'est comme... On ne s'arrête pas non plus à ne dessiner que le mur, mais comme vous aussi, on dessine le mobilier, on dessine des choses à beaucoup plus petite échelle, qui est l'échelle justement très tactile de comment va être la poignée, comment les choses vont s'articuler. Et à partir du moment où tu as tiré ton tiroir, est-ce que tu as encore la place de passer derrière ? Ça nous intéresse, tout ça. Et c'est aussi la relation, c'est l'approche au bâtiment. Donc, quand on approche un bâtiment, on passe par l'espace public, par les aménagements qui entourent le bâtiment. Et c'est les premières relations au projet et au bâtiment. Et c'est aussi la relation au vivant et au sol. Et c'est quelque chose qui, pour nous, a beaucoup de sens de s'ancrer et d'avoir cette relation à la terre et au sol, et de la contrôler. Mais de façon respectueuse. Voilà. C'est cette façon
toucher le sol, mais sans le dévaster, et avec une parcimonie aussi sur le foncier. On cherche à laisser le moins de traces possible. On parle du vivant, mais on parle aussi de l'eau et de l'ouverture des sols. Et peut-être que ça peut nous mener à parler d'un des projets que, Loris, tu pensais intéressant à montrer. Moi, je veux bien parler de ACT, l'école active vient de Geisendorf. Mais je me demande si on ne devrait pas parler d'abord très rapidement de le grand plan paysager. Le jardin alpin. Ah non, c'est lequel? Waltenspühl, non. De Waltenspühl, ça c'est Geisendorf. Parce que c'est vraiment, l'intervention, elle est uniquement là-dessus, non? Elle est sur le sol, uniquement sur un aménagement d'une cour d'école. Et la ville de Genève, effectivement, nous avait contactés pour valoriser l'aménagement paysager. Donc là, il s'agit d'architectes de bâtiments, Paul Waltenspühl et Georges Brera, qui avaient dessiné l'école de Geisendorf. Et à l'époque, ils ne s'arrêtaient pas au dessin du bâtiment. Ils ont aussi dessiné les aménagements paysagers. Donc ils s'inséraient dans un parc public de la ville, et ils ont aussi également dessiné les murs d'enceinte, les plantations d'arbres, et ce soin avait été donné autant au bâtiment qu'à l'extérieur. Et avec le temps et les années, les cours d'école avaient été un peu malmenés, avaient été goudronnés, et beaucoup des arbres aussi avaient cassé ces goudrons, et les gens se prenaient les pieds, donc il y avait un problème d'assainissement et aussi de conscience d'un patrimoine qui avait été perdu. Et à ce moment-là, donc, quand la ville nous a demandé de repenser, de retravailler ces aménagements, c'était vraiment dans le sens de revaloriser le travail patrimonial de ce parc. Alors, Georges Brera a, plus encore que Waltenspühl, vraiment dessiner des lignes brisées qui accompagnent les architectures, qui poursuivent ces architectures pliées du pavillon de l'école Geisendorf Poterie. Et c'est vrai qu'il y avait un effacement parce que toutes les surfaces plantées de gazon dont parlait Tania étaient recouvertes de bitume noir, mais aussi quand on a commencé à enlever le bitume, on s'est rendu compte qu'il y avait un bitume rouge qui était sous le bitume noir, qui était un bitume qui avait été coulé dans les années 50 et qui était représenté sur les plans. Mais sur le plan, on ne s'était pas imaginé que vraiment le sol avait été de cette couleur, parce que les photos de l'époque étaient en noir et blanc. Et donc, c'est vraiment super. C'est mieux qu'une IA, c'est retrouver. C'est comme. C'est une découverte. Quand on va vous visiter par exemple le Corbusier à Marseille, puis on a les petits carrés où on retrouve les anciennes couleurs magnifiques. Ils ont fait ça d'ailleurs à la Clarté. Ils ont fait ça à la Clarté récemment. Il y a le studio de la Haide qui est au rez-de-chaussée. Puis ils ont fait un travail justement de recherche, de décomposer les couches et de voir ce qu'il y a derrière. Et ça c'est drôle. Et en fait, vous, c'est la même chose, mais au paysage. Voilà, au sol. Et alors, on a redessiné certaines lignes qui étaient complètement effacées, mais aussi parce qu'il fallait les étendre un peu pour correspondre aux arbres qui avaient grandi et dont les racines s'étaient étalées aussi. Donc, il fallait dessiner à la façon d'eux. Et ça, c'était vraiment un grand plaisir, parce que, évidemment, ce sont de grands architectes, et de dessiner à la façon d'eux, sur les traces d'eux, ça nous a vraiment fait plaisir. Mais cette intervention a permis de remettre le bâtiment dans sa position initiale, comme dans un parc, parce qu'il était entouré de cette cour bitumée. Et maintenant, on a pu enlever plus de 1000 mètres carrés de bitume. Donc, c'est une partie de l'école. C'est le petit pavillon, le premier pavillon qui a été construit en 1957.
sur poterie. Et maintenant, la ville a comme projet de continuer cette réflexion sur les 2 autres préaux qui sont encore plus grands. Mais là, avec cette première intervention, on a pu dégrapper 1000 m² de bitume et réouvrir les sols. Et aussi, quand on a parlé avec les services des écoles, c'était en 2020, je pense, c'était juste au moment du Covid, c'était pas du tout encore d'actualité de parler, de ramener le vivant, la végétation dans les cours. Les cours, elles étaient bitumées parce qu'on jouait au ballon et puis qu'il fallait pas salir les pantalons et que quand on a commencé à parler d'herbe et de remettre de la végétation, au début c'était un peu une préoccupation, mais l'herbe va pas rester belle, elle va être piétinée, c'est un peu comme dans le parc à côté, puis c'est pas grave, ça fait partie, puis les enfants ils auront peut-être les pantalons sales le soir, mais ils auront joué, ils auront découvert autre chose. Ils seront beaucoup plus heureux. Là, avec cette intervention, c'est vrai qu'on a travaillé sur le sol, mais on a aussi travaillé sur les jeux et sur la question de la limite. Et ça aussi, c'était une grande thématique parce que les préaux d'école en Suisse sont des préaux ouverts, mais à un moment donné, il y a quand même une question de limite qui doit être définie, surtout pour les petits, parce que dans le parc Geisendorf, c'est vite fait de ne plus comprendre jusqu'où on a le droit d'aller. Et donc, il fallait une barrière, mais la barrière qui était en place au moment où on est arrivé, c'était une barrière genre ranch avec des rondins de bois moches. Et puis là, on a commencé à retravailler les choses à nouveau avec des lignes pliées et de façon beaucoup plus transparente, plus filigrane et qui font comprendre que oui, il y a un endroit qui correspond à celui de l'école, mais la vue passe à travers et l'espace est beaucoup plus grand que juste le préau de l'école. Et ça nous tenait vraiment à cœur d'intégrer cette histoire d'une dimension plus grande qu'une cour d'école qui se referme sur elle-même et qu'on continue d'être dans la ville, on continue d'être dans le parc et on apprend de cette dilution et de cette porosité. On a la chance en Suisse d'avoir des préaux ouverts et il y a beaucoup de pays où les préaux sont fermés et cette ouverture et l'usage des préaux hors des heures d'école est merveilleuse parce que c'est vraiment de l'espace public qui est offert au quartier. Et là, dans les préaux d'école, il y a aussi toujours la question des jeux et des jeux dirigés, genrés, qu'on a essayé de casser ici avec l'offre des jeux qu'on a reproposés. Il y avait, avant qu'on arrive, des jeux qui étaient vraiment très dirigés, des choses qui servent à une chose, un labyrinthe, des buts de cage comme ça, en inox, de foot, qui étaient hyper oppressantes et mais très dirigées. Ouais, c'est ça. Et là, le fait d'offrir une pelouse permet de jouer au foot, mais permet de faire aussi autre chose. Puis les buts, on peut les délimiter avec des pulls mis par terre. Ça va très bien aussi. Et permet d'avoir une plus grande fluidité et des jeux peut-être plus créatifs, Vous avez proposé des jeux ? Oui, on a fait des jeux là-bas. On a proposé différentes choses. Alors, il y a des jeux Il y en a qui étaient là, qu'on a intégré, une sorte de balançoire, de toboggan qu'on n'a pas changé. Voilà, mais on a accompagné avec des éléments où on peut grimper. Il y a une slackline, il y a une sorte de corde qui permet de jouer, de s'aider pour la slackline, mais aussi de tourner. Et puis des balançoires. Mais à plusieurs, pas des balançoires à tout seul. Okay. Une grande corde, genre temple japonais, sur laquelle on peut grimper et se balancer. Il y a 6 enfants qui montent dessus. Personne ne s'est cassé le bras pour l'instant. Pour l'instant, on a pas reçu de plainte.
nous a pas dit, mais... Et du coup, Les enfants, c'est souple. pour ce projet-là, sachant que c'est un projet qui est qui est quand même ambitieux sur le fait de renaturaliser une partie qui était bétonnée ou en tout cas goudronnée, est-ce que vous avez eu des éléments des gens de la ville ou le maître d'ouvrage en face qui à un moment vous a dit non peut-être c'est un peu trop, ou alors pourquoi est-ce qu'on enlève les jeux? C'était assez drôle d'ailleurs cette histoire, parce que comment il s'appelait, je me rappelle plus, c'est pas grave. Il y avait une personne qui était vraiment très très opposée au départ à cette question d'herbe, et à un moment on a fait un pas en arrière, on s'est dit bon alors d'accord, on va pas mettre de l'herbe, qu'est-ce qu'on va mettre? Et puis un peu la mort dans l'âme, on a proposé des copeaux. Mais on n'aimait pas trop cette idée de copeaux parce que c'est une matière morte et elle est triste, et puis elle se défait. C'était une sorte d'entre-deux. Et puis quand on a proposé ça, cette personne qui justement était très opposée à l'herbe nous a dit mais arrêtez, mais pourquoi vous proposez ça? Mais alors il faut mettre de l'herbe. Donc et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Puis mais c'était l'année Covid. Ouais. Le projet s'est fait l'hiver et on devait faire le chantier en juin, juillet. Donc... Et jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si on allait y arriver. Et ça s'est fait un peu, tout était aligné pour ce projet. Ça s'est fait en ligne droite et ça a été accepté. En plus, je pense que ça vous a aidé finalement. Ça a été déclencheur parce que maintenant à la ville ils ont vraiment cette volonté de ramener la végétalisation dans les cours. Est-ce que le confinement a aidé? Je pense, quand même. Se-dire qu'avoir des espaces verts, c'est quand même bien plus sympa qu'un appartement fermé. Que des cours goudronnés. Que des cours goudronnés, oui. C'est pas si grave. Qui s'est quand même ils ont planté une 50aine d'arbres dans ce parc, un peu comme dans toute la ville, mais c'est un très beau parc, le parc de Geisendorf, et ils ont planté, ils ont aussi profité de cette même année. C'est l'automne où ils ont planté une 50aine d'arbres, je pense. C'est assez dense. Donc ça a été facile comme tout s'est aligné, il n'y avait pas eu vraiment C'était le bon moment. Je pense que c'était le bon moment, même politiquement, c'était accompagné par les bonnes réflexions. Je pense que maintenant, ça va être beaucoup plus facile de faire ce genre de choses. Vous avez été les pionnières dans le... En tout cas, après Brera, le plan est magnifique. Et je trouve que c'est un projet d'une grande modestie en fait, de se mettre au service de ce qui a été fait avant et de remagnifier. Magnifier, c'est peut-être un grand mot, mais moi je trouve en tout cas, c'est remettre le bâtiment à sa juste place et de proposer un espace au service aussi de l'architecture et des gens. Je trouve que c'est un acte assez modeste. Alors ça appelle à l'humilité quand même, de se mettre au service de... déjà sur les pas d'architectes qu'on admire beaucoup. Et puis, à partir du moment où on travaille aussi avec le vivant, il faut compter avec le temps, avec les éléments, avec le soleil, avec l'air, la pluie. Et je crois que c'est vraiment une autre démarche qui est moins... on ne peut pas être dans un rapport de force, on ne peut pas composer seulement avec sa propre volonté. On doit composer avec, et on aime cette façon de faire avec le vivant, mais aussi avec la matière, avec ce qui était là, avec ce qui est là, avec ce qui va perdurer. Mais peut-être ça nous permet de passer sur le deuxième projet d'où vous avez fait des jeux aussi, le deuxième projet de parc. L'école active, c'est ça c'est le projet auquel tu penses, oui. Exact. Vous voulez montrer les plans d'abord ou les photos? On peut montrer un plan. Donc il s'agit d'une petite école qui est dans un îlot urbain. Qui est celle dont on parlait tout à l'heure, celle où on s'est rencontrés justement. Ah, c'est celle-ci? Oui, dans cette cour d'école-là. Du coup, vous l'avez expérimenté. Enfin, vos enfants l'ont expérimenté. Nos enfants la connaissent bien.
Et quand on a commencé à réfléchir à cette cour, elle avait aussi subi un peu une succession de rapiècements par-ci, recoller un sol en résine par là, des vieilles souches d'arbres, des choses un peu heureuses et d'autres plus charmantes, mais il fallait mettre un peu d'ordre là-dedans et aussi avec un problème d'assainissement. Ils avaient un problème d'écoulement d'eau. La terre est très argileuse et on a aussi fait tout un travail de drainage de l'eau pour pas qu'il y ait de flaques d'eau. Et la coupe, pardon de te couper, mais la coupe, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante dans l'échelle du projet, cette petite école au milieu. Oui, c'est vrai, parce que maintenant, elle se trouve au cœur d'un îlot ouvert qu'on peut traverser, mais effectivement, elle est une sorte de vestige, de mémoire d'un autre temps. Et alors, c'est très beau parce que tu te sens à la fois protégé par ces belles façades, par les grands arbres qui sont alentour, et tu retrouves une petite échelle de maison qui est vraiment comme une sorte de symbole, vraiment. C'est celui qui protège, c'est celui qui accueille, c'est celui dans lequel on peut construire un imaginaire. Tu sais que je savais pas que c'était vous, mais sans plaisanter, hein, il y a pas très longtemps, je suis rentré de soirée avec... Bon, bref. Et je suis rentré dans cette cour, c'était 3h du matin. Et j'étais en béquille, bon, c'était il y a quelques mois. Et je me suis posé dans cette cour. Et j'étais en plein milieu de la ville, 3h du matin, ça dormait, il y avait quelques appartements allumés. Et j'étais au milieu, je me suis dit, c'est quand même cool ici. C'est quand même pas mal. Et puis j'aimais bien la cour, et je me suis dit, c'est quand même intéressant. Beaucoup bu. Oui, j'avais bu, mais c'est drôle parce que c'était un moment où genre, j'étais content de pouvoir me balader, déambuler, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps de le faire, je m'étais cassé le pied. Et je me suis dit, c'est drôle, en fait, c'était vraiment par hasard. Je rentrais sur la route de Malagnou, et je vois à gauche cette cour, et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai jamais fait attention à cette cour. Et je suis rentré dedans, je me dis, mais c'est drôle cette échelle, cette école au milieu, j'ai vu le pavillon au milieu, j'ai vu les balançoires, je me dis, mais c'est ouf. Et c'est vrai que c'est une sorte de petite parenthèse heureuse. Ouais. Et je trouvais ça très très... Enfin, c'est drôle parce que vraiment, je le savais pas. Sur cette image, on voit un peu le rapport d'échelle. Ouais. Mais surtout que les bâtiments... Enfin, une partie de la cour, elle est belle aussi. Une partie de ces immeubles, ils sont très beaux. Les bâtiments sont magnifiques. Tout autour. Il y a une partie qui est plutôt début 20e, et de l'autre côté, c'est même un bâtiment de Sogei des années 60. Donc, tout le cadre est vraiment assez chouette. Et c'est ce que j'ai trouvé... Enfin, ce que j'aime bien dans ces situations urbaines, justement, c'est ces petites surprises comme ça. Et à Champel, il y en a quelques-unes, dont celle-ci. Il y a aussi l'église protestante, je trouve, plateau de Champel, où on peut passer derrière. Bref, il y a plein de petits moments comme ça. Il y a des tas de moments comme ça en ville. C'est vrai que, à Carouge, là où on se trouve, c'est vraiment... mais c'est concentré. C'est plein de cours, justement, qui sont des surprises. On s'y attend moins dans un environnement comme justement Florissant Malagnou. Et contrairement à Carouge, là à Malagnou, c'est un îlot qui est ouvert et qu'on peut traverser. Et même pendant la cour de pendant les heures de récréation, les personnes peuvent continuer de traverser l'espace. Ouais, moi c'était une grosse question parce qu'il faut monter quelques marches. On arrive au premier portail et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir ? Et j'ai essayé d'ouvrir le portail, je me dis, il est ouvert, donc ça veut dire que j'ai le droit d'y aller. Mais ce mandat, il est arrivé comment à vous ? Bon, alors nos enfants étaient à l'école active, donc on pratiquait l'école, et c'est une école où les parents sont aussi assez investis, et on est très proche des enseignants, de la co-direction. Et on savait qu'il y avait vraiment ces pathologies, on les voyait nous comme architectes, mais aussi comme parents. Et
on en a discuté et puis on s'est dit mais en fait c'est trop bête, il faut qu'on profite aussi du moment où nos enfants sont là pour nous mettre au service de l'école. Et on a commencé par proposer ces réflexions et ça nous a, on se sentait aussi très en résonance avec les réflexions de pédagogie de l'école sur les questions de jeux qui poussent plus loin l'imaginaire, sur les jeux à plusieurs, sur les jeux qui ne sont pas des jeux catalogues. Ici, contrairement à Geisendorf, il s'agit de jeux qui ont été réalisés par une association qui s'appelle Cheetah. Et qui sont faits, ils sont tressés avec des vieux pneus de vélo. Les chambres à air. Non, c'est pas les chambres à air, c'est les Il y a pneus. aussi des chambres à air. C'est vraiment. Les chambres à air, c'est pour les C'est attaches. l'intérieur des Mais c'est vraiment les pneus qui sont utilisés. C'est vraiment marrant parce que tout à coup, une chose qui pourrait être pauvre et qui est un déchet devient utilisable comme matière première, comme ressource et qui reprend une vie qui n'avait même pas été la sienne. C'est une sorte de métamorphose et ça devient hyper joyeux de travailler avec ces matériaux très simples. Surtout que... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était important était de retrouver aussi une unité dans cette cour. Elle était très fragmentée par des sols différents. Il y avait des jeux dans un coin, pas mal de voitures qui entraient encore dans la cour. Donc on a toujours encore. Ma fille est encore, mais de moins en moins. Mais elles étaient au milieu de l'école. Enfin, elles étaient devant la porte, presque. Qu'on a essayé de les mettre un peu sur le côté et de faire tourner la cour, que l'espace tourne autour vraiment de la maison. Et ce matériau de gravier, de pesette, c'est un matériau assez traditionnel autour de ces maisons 19e, début 20e, qui croustille, qui a une sonorité aussi, et il fonctionne bien pour garder les sols poreux et aussi pour protéger les enfants de chute. Donc à partir du moment où on peut monter à une certaine hauteur sur un jeu, il faut avoir un sol qui soit mou. Donc avant il y avait les sols en résine, les sols en copeaux, mais le gravier fonctionne aussi assez bien. Donc avec ce même matériau, c'est juste les sous-couches qui sont différentes, on arrive à avoir une unité du sol de toute la cour, et aux endroits où il y a les jeux, on a une surépaisseur de gravier. Et on a aussi utilisé ces grandes pierres qui proviennent des moraines en fait. qui viennent du Mandement, qui sont retirés dans cette région-là de la campagne genevoise, et on a été les choisir un peu une à une, et puis elles font aussi jeu, elles cerclent l'espace de jeu, mais les enfants les utilisent pour garder l'équilibre, sauter de l'une à l'autre, faire devanture de magasins en vendant des cailloux, des brindilles de bois, ça devient tout. Et chaque élément ramené dans la cour prend aussi une poésie différente. Est-ce que le fait... Pardon. Vas-y. On va te laisser parler, Michael, vas-y. Est-ce que le fait d'avoir eu ces enfants là-bas, ça vous a apporté des pistes de réflexion différentes ? C'est-à-dire qu'est-ce que vous aviez un feedback de vos enfants sur la cour, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un premier temps qu'on n'a pas mené nous, mais qui a été mené par l'école avec d'ailleurs d'autres architectes et des artistes, où les enfants ont participé, ont réfléchi à ce qu'ils avaient envie pour leur préau. Alors évidemment, ça allait dans tous les sens. Ça allait pratiquement, en tout cas, le cinéma en plein air était là. Depuis le 2e étage jusqu'à la cour. Ah ouais. Ils ont des bonnes idées. Du coup, le maître d'ouvrage a été compliqué à convaincre.
puis, mais c'est vrai, au début, quand on a proposé les jeux, on est arrivé là-bas, il y avait aussi des grilles, des buts pour le football, il y avait les paniers de basket. était déjà là-bas, parce que Cheetah était déjà là. la relation de l'école active avec le fondateur de Cheetah est une ancienne C'est une longue histoire. Mhm. Donc il y avait déjà plein de clés. Et voilà, ouais, donc, l'histoire du petit pavillon, c'est quoi? Alors le pavillon, il faisait partie du projet qu'on avait dessiné et ça tenait beaucoup à cœur à un des co-directeurs, Emmanuel, qui fait beaucoup de musique et puis qui rêvait d'avoir un kiosque à musique. Ah, trop chouette. Et voilà, donc il a été inauguré avec la fête des Lumières. C'était très très touchant, avec tous les enfants de l'école dessous, mais qui débordaient. Qui chantait, c'était super chou. Ouais. Et voilà, donc on a dessiné ce petit kiosque avec un petit chapeau, un peu de lutin comme ça, à mi-chemin entre Asplund et les Moomins. Et, c'est drôle les références. Il faut, ouais. Mais c'est ça en fait, c'est fait de ça. Ouais. Et puis on a travaillé ce petit pavillon à la suite d'autres expériences de réemploi et on a poursuivi avec ça. On a donc les tuiles sont des tuiles réemployées qui avaient servi dans une autre vie à couvrir une autre toiture. Si elle pouvait nous dire laquelle ou si on écoutait dessous. Et le sol est composé aussi d'éléments divers et variés. Tu arrives à mettre peut-être. Voilà, oui, là, celui-là, on voit bien. Alors, c'est vrai qu'on sortait de 2 expériences de sol en réemploi. Et puis là, on a un ami architecte qui nous a appelés pour nous dire hey, ça t'intéresse? J'ai des dalles. Et ici, on a fait aussi un mélange avec d'autres types. Donc là, tu vois, tu montres l'image. Il y a des briques aussi. On aime beaucoup ces matérialités de briques au sol. C'est quelque chose d'assez nordique. Oui. On voit ça souvent en Belgique, en Hollande. Mais on trouve ça très, très beau. Et ça compose, en fait. On a un peu ramené tout ce qu'on a trouvé et on a composé sur place presque. Et le plan est. Ouais, le plan, le plan, il a été dessiné non, après. Non, c'est pas vrai. Avant. Non, avant Quand même. Mais c'est pas vrai. On a ramené. On a d'abord tout trouvé et quand on a tout trouvé, après on a fait le dessin. Mais ça veut les dire premières pièces. Vous étiquetez les pièces comme oui, les pierres des pyramides. Effectivement, on les numérote et puis elles ont, il y a leur taille et tout. Et ici, on est parti des dallages qu'on avait reçus de Giorgio. Ouais. Et puis, on s'est dit, on n'a pas plus de dalles en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on a pensé aux briques. On a coulé les fondations des petits piliers. Ouais. C'est celle qu'on voit en gris foncé. Voilà. Parce que par-dessus, c'est de la pierre ou c'est du béton? Ce qui reçoit le poteau. C'est un petit socle en béton, mais on l'a fait arrondi. Ok. Le maçon était bon, apparemment. Ouais, il est bien. Il a beaucoup râlé. On voulait aller encore poncer la petite. Je ne sais pas encore comment on voulait, mais on le fera un jour. Ou pas, mais. Enfin, un atelier participatif avec les élèves. Voilà, c'était prévu. Un bricolage actif. On voulait encore peindre les piliers, mais après on a décidé qu'on les laissait bruts. Et du coup, les briques, vous avez aussi fait du réemploi? Vous avez juste Oui, c'est aussi du réemploi. Elles viennent d'un site de récupération de matériaux. Okay. Les pavés aussi. Pareil. Okay. Les pavés, les briques. Et ça, c'est un travail qui est avant le réemploi du béton de Carouge. Non, c'était après. C'est après. Donc c'est dans la continuité. Dans la continuité de Brera. De Brera. Oui. Ça vient après. Et puis effectivement, nos premières expériences, elles ont commencé au Jardin Botanique Alpin. Ouais, c'est ça. Vous avez réemployé des bouts de béton. Du béton du théâtre de Carouge. Ah oui, mais en fait, on a beaucoup de choses qui viennent de Carouge. J'ai une question hyper pragmatique. Vas-y. Le stockage, quand on récupère les dalles, on les mesure, on les redessine, on prépare le projet et on met en œuvre.
Et ça se passe comment? C'est la grande question. Mais là, on avait la chance d'avoir la cour à disposition pour stocker sur place. Oui, c'est petit. Et c'est vrai que c'était le pas jardin beaucoup de alpin, matériel. Le jardin alpin, c'est plus exigu. On a même chance de pouvoir les stocker là-bas. On a stocké, mais quand même, c'était plus critique parce que c'est exigu. Et c'était notre première expérience de réemploi. Et on avait un technicien de l'entreprise de maçonnerie qui était hyper motivé, qui trouvait de la matière, mais en veux-tu, en voilà. Tous les jours, on recevait des camions entiers qui déchargeaient vraiment tout des fous. On va faire quoi avec ça? Et à un moment, on a dû leur dire non mais stop, quoi, c'est plus possible. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Non, bien sûr. Parce qu'on a eu une deuxième expérience. Et voilà. La deuxième expérience, c'était beaucoup plus compliqué. On partait un peu fleur au fusil parce qu'on était galvanisé par la première. Non, tout va bien. Et donc, si tu veux, c'est pas qu'on collectait toute la quantité préalablement et ensuite on posait à flux tendu. On bénéficiait du territoire genevois qui est en mutation, des transformations, des découpes dans les murs ou bien dans des dalles pour faire des trémies d'escalier. Et tout ça a fini normalement à la déchetterie. Et plutôt que de finir en déchetterie, alors nous on captait cette matière entre le site où elle avait été prélevée et la déchetterie, et on le posait. Donc, dans la première étape, dans la première expérience, on le posait vraiment à flux tendu. On recevait la dimension des dalles sur un tableau Excel. Le soir même, on faisait le calpinage. Tu peux mettre JBA. Mais je pense pas qu'on a mis la photo où il y a les dalles qui sont stockées, mais... Et donc les petits papiers quand on faisait le puzzle, je pense. Et donc là, c'était vraiment. Là, c'est les photos, si vous voulez. Ouais. Ah oui. Ça, c'était les dalles qu'on recevait, et certaines, on n'a pas pu les utiliser parce que elles avaient trop de choses dessus, collées, ou elles étaient trop épaisses. Et on essayait de pas les recouper et pas réintervenir dessus, les prendre telles qu'elles sont. Et est-ce que la découpe en amont, elle a comment dire, pardon, excusez-moi. La découpe en amont, elle était planifiée ou c'était vraiment le maçon qui découpait avec ses contingences? On arrivait après, donc donc les chantiers se faisaient avec les demandes de transformation, découper une porte là, découper une trémie là, puis du coup le maçon avec lequel nous travaillons, il avait dans sa soumission fourniture et pose de dalles de réemploi. Donc il a dû chercher du réemploi. Donc là on voit un peu, c'est un chantier qui n'est pas le nôtre, qui est notre ressourcerie, si on veut. Et le donneur. Voilà. Vous y alliez des fois? Oui, là, c'est nous qui avons fait cette photo. C'est assez impressionnant parce que les chantiers de démolition pure et dure, déjà c'est très très bruyant, il y a de la poussière, il y a de l'eau, c'est une aventure, tu as l'impression d'être dans une mine. Et ensuite, les dalles étaient mesurées et donc on les posait, on fabriquait un puzzle. Là, on voit les mains de notre collaborateur qui essayait les assemblages, et puis ensuite on redessinait. Il dessinait une première fois et puis on redessinait à la main, et c'est un exercice de composition finalement qui est un cadeau, parce que jamais on aurait dessiné un sol de nous-mêmes comme ça. Ça, c'est parce qu'on a composé avec, et ça ouvre des autres champs d'imaginaire qui sont pas ceux qu'on a expérimentés jusqu'à maintenant. Et faire avec, c'est très créatif. Et ça, c'est faire avec sans précommande. Parce qu'après cette expérience à Meyrin, le chef de projet au niveau de la ville a expérimenté par 2 fois cette façon de faire, et on a failli avoir cette coordination sur le deuxième chantier, parce on avait la connaissance d'une route qui allait être découpée, sciée, mais ça a juste pas marché pour le projet du hangar. Mais par contre, ils l'ont utilisé
utilisé pour la maison de quartier de Vaudagne, où là c'est le maître de l'ouvrage qui a dit vous vouliez nous faire un dallage en béton, on va le faire de cette façon, là c'est la source, et puis du coup là les architectes ont pu commander la découpe selon le calpinage que eux avaient déjà conçu en dalle nouvelle. Finalement, qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est je pense que tout est intéressant. Il n'y a pas une manière de faire. Et nous, on ne refait pas non plus tout le temps la même chose. Et c'est des chantiers qui sont apprenants aussi. La première réalisation qu'on a faite... On n'y a pas réfléchi de choisir cette façon de faire. D'abord, on a vraiment composé les choses et on les posait au fur et à mesure. Et puis, pour la deuxième réalisation, on avait reçu tout un stock de dalles qui venaient de l'université de Batel. C'était des couvertures de chemin de câble qui étaient en béton. Et alors, c'est super que Georges Ador ait pensé à ça dans les années 60, mais en béton, c'est pas pratique. En fait, à cette époque-là, on pensait pas qu'on devrait accéder aussi souvent au câble. Donc, ils ont décidé de se séparer de ces dalles-là et de les remplacer par de la tôle qui est plus légère. Et nous, on a bénéficié de tout ce stock-là qui nous a permis de faire des travées et de remplir entre les travées. Donc là aussi, on a pris un autre chemin. Il y avait comme une sorte de trame ou de filigrane qui s'était dessinée en premier lieu, et puis la composition, elle venait dans la trame. Tandis que la première réalisation, elle était carrément beaucoup plus libre. Et la troisième, qui n'est pas la nôtre, qui est aussi mérinoise, elle est intéressante. Toutes les pistes sont intéressantes. Entre la première et la deuxième, ce que nous, on a aussi changé, c'est qu'on a fait des variations pour couper moins. On a admis des joints plus larges. Et c'est... Pour ne pas couper. Pour ne pas couper. Ouais. Et en faisant ça, ça veut dire qu'on fait un dallage en béton sans couler de béton, et on économise 81% d'émissions carbone. Et je pense que c'est ça ce qui est important. Quand tu demandes qu'est-ce qui est mieux, en final, peu importe ce qui est le plus important, c'est qu'on voit qu'on peut travailler avec des éléments constructifs qui sont déjà existants et qu'on n'a pas besoin de créer des nouveaux, et qui sont qualitatifs. Et même le béton, on l'a appris en début de semaine, on a assisté à une conférence d'un super ingénieur, Julien Paté, qui a fait une étude sur le béton de réemploi, et il racontait que le béton se bonifie encore et se durcit avec le temps. Donc en fait, on a des bétons de super qualité. Avec des principes statiques super. Et maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de réflexion autour de ces façons-là de faire. Et ce qui serait intéressant, c'est que l'industrie y participe et puis s'adapte à intégrer ce type de matériaux. Parce que pour l'instant, c'est un réel effort. Ça part à la déchetterie pour le moment. Il faut qu'on arrête de les amener. Pour les promoteurs, on va dire, ou pour les personnes qui s'occupent de la démolition, ça part à la déchetterie. Voilà. Donc pour eux, c'est pas une complication. Mais c'est vrai que c'est une complication pour nous tous, parce que notre planète a vraiment besoin qu'on arrête dans leur pratique, je sais où tu veux en venir. Non, mais dans leur pratique, ça leur coûte rien, on va dire. Ce qu'il faut, en fait, c'est l'effort que nous, on doit faire pour finalement... Oui, non, mais évidemment, c'est un peu contre-courant, c'est évident, parce qu'il y a des réflexes, et c'est difficile de voir la crise climatique, c'est difficile de voir qu'en se simplifiant la vie, on complique nos vies tous les jours en réalité, parce que évidemment que les conséquences environnementales elles sont brutales elles concernent tout le monde, oui, c'est ça. Elles nous parce que concernent c'est des réflexions individualistes finalement qui mènent à des choses et collectivement des raccourcis. Et c'est vrai que pour simplifier, non mais je comprends très bien, nous on est aussi très intéressés par ça et on fait beaucoup d'efforts. On essaye, et c'est de l'investissement qu'on fait gratuitement, on va dire. C'est gratuit. Mais moi j'ai
une question, c'est c'était le maçon donc, qui faisait le travail chez vous, qui récupérait de ces chantiers les matériaux, c'est ça ? On l'avait mis dans la soumission du maçon. D'accord. Donc lui, en fait, il payait pas la mise en décharge. Alors c'est pas pas sa mise en décharge à lui, parce que fait c'était un autre chantier. Lui, il avait pour mission sur notre chantier de trouver et de les poser. Et alors lui, il faisait son carnet d'adresses où il téléphonait à tous les démolisseurs pour savoir est-ce que vous n'avez pas des dalles que vous êtes en train de couper sur des chantiers. Et puis après, au lieu, il déviait les camions sur notre chantier. Mais ça, c'est un élément... Tu vois ce que je pense ? Ouais. Mais je pense qu'au fait que si les entreprises réfléchissent comme ça, on évite les prix de mise en décharge de pas mal de matériel et on peut financièrement valoriser ce travail sans que forcément on réduise le prix du réemploi, mais au moins que l'entreprise elle voie le bénéfice. Donc je me demandais si le maçon avait compris ça. Mais... Oui, parce que l'incitation en dehors du fait que c'est indispensable d'être responsable, il faut pour une grande partie, c'est une incitation économique. J'ai l'impression. Mais oui, pour une mais grande bien sûr. partie En fait, il y avait quand même une sorte d'arrangement win-win. Les démolisseurs, les personnes qui se chargeaient d'amener normalement ces camions à la décharge, gardaient dans leur poche la taxe de démolition qui avait été payée par d'autres maîtres de l'ouvrage. C'est ça. Mais en soi, peut-être c'est pour une bonne chose. Donc, pour l'instant, c'est grave. Et nous, on bénéficiait de cette matière qui est un déchet. Et ça, ce qu'il y a, c'est que... qui est un déchet... oui, c'est mieux qu'un déchet, mais cette question du déchet, elle est vraiment... on produit une quantité de déchets qui est monumentale. On produit 500 kilos de déchets de construction par seconde en Suisse. C'est énorme. Et tout ça est en train de changer. Les consciences sont en train on prend conscience de ça. Donc maintenant, on est aussi en train de réfléchir. Beaucoup d'acteurs sont en train d'essayer de réfléchir, d'intégrer cela dans la construction et de façon industrielle, parce que c'est là qu'on va être sauvé. C'est quand Prelco ou pour pas les citer ou d'autres ou Créabéton va commencer à faire à vendre du réemploi. Et au fait, ça va passer par eux, parce qu'il manque maintenant la chaîne de comment est-ce qu'on les appelle, les rabatteurs en fait, la chaîne de ressources, d'approvisionnement, mais aussi d'entrepôts, de lieux pour les disposer. Au niveau du canton, ils parlent de mettre à disposition des terrains d'entrepôt pour entreposer ces zones industrielles qui peuvent être utilisées pour entreposer les éléments de réemploi. C'est ce que posait comme question Laurie, c'est justement savoir où est-ce que vous les aviez entreposés, parce que c'est un élément clé aussi dans le réemploi à grande échelle. C'est sûr. Là, on a travaillé à flux tendu. Mais dans le hangar des stades de Meyrin, là, on n'avait pas de place pour entreposer. Ça aurait été vraiment très, très difficile. On a travaillé à flux tendu. C'est pas si simple. Et si c'était à refaire, on chercherait à séparer, comme le fait in situ, 2 temps de chantier et de collecter d'abord. Et puis, quand on a réellement tous les matériaux, partir dans un autre temps de chantier. Surtout, plus l'objet est grand, plus ça devient critique, cette question d'approvisionnement. Puis c'est une nouvelle façon de projeter. J'allais exactement dire ça. On était ce lundi à un séminaire sur le réemploi à l'école à Fribourg, et c'était formidable en fait. Les étudiants avaient comme exercice, un séminaire sur 5 jours, un exercice rapide comme un petit projet à faire. En fait, ils avaient des bâtiments qui avaient été identifiés, dans lesquels ils étaient allés pour comprendre qu'est-ce qui pouvait être réemployé, et ils faisaient des fiches de chaque élément qui pouvait être réemployé. Donc ils ont passé une journée, ils étaient 80, et ils ont identifié tout ce qui est réutilisable sur le bâtiment. Après, ils sont rentrés à l'atelier et ils devaient concevoir un petit pavillon fait de tous ces éléments-là, et ça ouvre toute une autre approche du projet. Et après, les questions sur le projet aussi. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce
que c'est important de tout prendre tel quel, sans le toucher, sans le couper, ou est-ce que tu le prends, tu l'adaptes et tu lui fais quand même raconter une histoire que toi, en tant qu'architecte, tu veux... Après, il y a plein... Après, chaque architecte répondra à sa façon et selon ses propres convictions. Il y en a qui sont des ayatollahs, qui disent non, on coupe même pas une longueur de... Regarde-moi pas comme ça. Non, je te regarde pas toi. Vous avez essayé cet exercice, en fait. Non, je pensais à autre chose. Je pensais complètement à autre chose. Dans Je t'appelle pas ayatollah. Désolé. On en a tous un dans un bureau. C'est toi? Non, mais c'est Christophe qui a initié le premier projet de réemploi dans le bureau. Ça, c'est vrai. C'est le premier vrai projet de réemploi qu'on fait parce que à notre échelle. À notre échelle, ouais. Mais c'est vrai que nous, on n'a justement pas fait comme vous, et je trouve que vous avez un rapport hyper compositionnel. Je sais pas si je vous embête avec cette question, mais comme vous avez eu l'occasion de stocker finalement sur vos chantiers, vous avez fait ce que vous vouliez faire à Meyrin, c'est-à-dire en 2 temps, stocker, analyser, puis vous avez vraiment toujours ce rapport d'écarter les joints, si possible, et vraiment de jouer sur une composition à chaque fois. Et ça, c'est un processus sur lequel vous allez de plus en plus, ou vous allez aussi explorer d'autres... Moi, je crois pas qu'il y ait de unique façon. Non, on n'en sait rien. En fait, c'est là où le réemploi est cool, c'est qu'à chaque fois, c'est une solution différente. Et c'est ce que je voulais raconter avec ces projets d'atelier de ce séminaire, c'est qu'il y avait plein de réponses et puis il n'y avait pas une bonne ou une mauvaise. Après, ça donne une autre architecture. Effectivement, c'est une architecture qui est peut-être moins contrôlée, moins ou bien d'une autre façon, ou qui transporte plus d'histoire. Après, peut-être qu'il y a des architectes qui vont... nous, on est à l'écoute de ces histoires, alors on les bonifie. Mais il y a peut-être d'autres architectes, et c'est vrai que dans les exercices que j'ai vus lundi, il y en avait qui utilisaient ça comme un matériau, le retaillaient, et puis finalement... ça passe inaperçu que c'était un matériau de réemploi. Donc c'est vrai ça continue que ça a du sens. Mais évidemment, plus tu le redécoupes, plus tu le retransformes, plus tu appliques de l'énergie. Et alors, bien sûr que par rapport à un matériau neuf, ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est vrai. Puis après, en tant qu'architecte, on essaye toujours de faire des espaces qui ont du sens, des espaces qui répondent à un besoin, dans lequel on se sent bien. Donc, il n'y a pas que ça aussi. Mais ça deviendra... Je pense que ça va pas devenir une contrainte, mais ça va devenir un élément de projet comme un maximum de portée, comme une épaisseur de cloison, comme ce genre de choses avec lesquelles on compose tous les jours. Comme le fait qu'on compose avec des éléments industriels, des toilettes et des lavabos. Mais bien sûr. On discutait il y a 2 semaines avec justement Valentin et Bertrand des éléments qui prennent du ready-made et en fait ils en font un projet. Mais c'est pas du réemploi parce que ça n'a pas un passé déjà utilisé, mais c'est des matériaux qui existent, c'est des choses qui existent, et avec ça on fait un projet. Et on le voit pas d'une manière différente. C'est un projet, pour eux c'est un projet d'architecture d'intérieur et de mise en scène par exemple, mais c'est des choses qui existent. Enfin c'est un projet en tant que tel. Oui. Il y a pas, je pense que ça va simplement devenir un langage de plus. Sûrement, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne très bien. C'est très beau à voir, et je trouve qu'il y a beaucoup de charme dans la patine des matériaux. Parce que quand vous parlez du début, c'est que votre première approche était sur les matériaux sains, et les matériaux sains, ça vieillit d'une belle manière. On aime bien cette histoire de la patine, justement, et des traces d'usage. Alors, quand on fait du réemploi, il y a déjà un morceau de l'histoire qui est écrite et qui continue de se lire, mais on aime bien aussi... je pense que tout le monde est sensible à ça. Quand on monte un escalier qui a été creusé par le temps, de sentir juste cette petite dépression où tout le monde a passé, c'est très touchant quand même. Il y a une émotion. Vous avez déjà eu la chance de travailler avec des matériaux comme ça ? Des matériaux qui se creusent ou bien qui vieillissent. Qui ont vraiment Parce que là, on parle de béton coupé dans une grande partie du réemploi. Mais est-ce que vous avez des matériaux qui ont justement, en plus qui ne sont pas des matériaux modernes,
Bon, on a vu les briques, c'est vrai, en fait, j'ai dit une bêtise, mais bon, la pierre, par exemple, la pierre réemployée, vous avez déjà utilisé ? À part, je sais pas, vous avez cherché des pierres déjà pour le petit pavillon autour des... c'est des pierres, mais c'est des pierres issues d'une extraction quand même. Ok. Et mais voilà, mais c'est vrai que dans toute cette histoire, puisqu'on a dit le mot extraction, on cherche à les minimiser. Et parce que c'est un vaste problème qui tourne autour du béton, qui est le matériau le plus utilisé en Suisse pour la construction et dont on arrive difficilement à se séparer. Et soit on cherche à faire des bétons plus vertueux, ce qui est aussi le chemin qu'on emprunte quand on doit faire du béton. Et on n'y coupera pas. C'est pas qu'on dit plus jamais de béton. Non. On sait qu'on doit faire avec. Mais peut-être de façon plus parcimonieuse. On re-questionne maintenant. La séance avant de venir vers vous, c'était exactement la question. On doit en utiliser combien, jusqu'où, ça quel on accepte, quel type. Parce qu'en séance, par exemple, imaginons, vous participez à beaucoup de concours, vous en gagnez, mais... C'est un peu traversée du désert là. Non, mais on va pas parler de Nancy. Non, je plaisante. Mais dans le processus du projet, justement, pour par exemple des grands immeubles, etc., votre démarche, elle est comment ça se passe pour justement soit maximiser le réemploi, soit minimiser l'utilisation de matériaux non réemployables Vous avez un processus ? Oui, effectivement, je pense qu'on essaye d'excaver le moins possible. Ouais. Donc on commence par là déjà, ou bien même la première question c'est est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'il y a déjà un bâtiment sur lequel on peut démarrer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà là, qui forme une assise sur laquelle après on peut agrandir ou augmenter la surface nécessaire. Est-ce qu'on peut le garder ? Est-ce qu'on peut le garder ou agrandir ? Et si on ne peut pas, est-ce qu'on peut l'utiliser pour construire autrement ? Et le rapport au sol, je pense que c'est là le rapport à soigner, parce que c'est ce qu'on sait le moins bien faire autrement qu'en béton. Parce que là, on a des remontées capillaires, c'est les fondations, c'est structurellement, c'est là où il y a le plus de contraintes. Donc les sous-sols sont vraiment minimisés dans les nouveaux concours ou nouvelles constructions, ou partant de fondations existantes ou de bâtiments qui ont déjà un sous-sol ou déjà un radier. Et après, tout ce qui est hors sol, on essaye de construire avec des matériaux qui sont plutôt issus pas d'extraction, mais qui proviennent de ce qui pousse plutôt que quand on doit creuser. Et quelque chose qui est plutôt qui capte le carbone en grandissant. Donc c'est la fibre, le bois. Et pour certains éléments, on travaille pour amener un petit peu, parce que la fibre et le bois ont peu de masse et d'inertie thermique. La terre crue est un excellent complément à la construction en bois, parce qu'elle amène l'inertie thermique du bâtiment, mais aussi régule le climat et l'hygrométrie des pièces et des espaces intérieurs. T'as été un peu la pionnière en terre crue quand même. Alors, dans le canton de Fribourg. La terre crue, en réalité, c'est la première matière avec... TerraBlock existait déjà. Ils avaient réalisé la maison de la science à Vessy. Et parallèlement, le jardin alpin... j'avais gagné ce projet-là, et ça s'imposait vraiment de travailler avec de la terre crue. Et parce que la terre, c'est le premier matériau d'un jardin botanique. Et le TerraBlock était un peu au début de son aventure, et c'était la première fois qu'il posait des briques pour un mandat public. Mais à l'époque, ils n'avaient qu'un format. Et c'était pressé à la main. On en a pressé, donc une après l'autre, avec une presse manuelle. Et évidemment, il y avait un coût
associé qui n'était pas si évident. Alors, la terre de ces briques-là, elle provient de terre d'excavation qui est recyclée. Donc, ça boucle aussi une histoire. Quand Tania expliquait, on essaye de ne pas excaver, c'est parce que les terres d'excavation, on en a tellement. Elles ne restent pas en plus en Suisse, la plupart du temps. Alors, elles servent à reboucher les trous qui ont servi préalablement d'extraction pour trouver les granulats pour le béton. Ouais. Et on est en train de... Enfin, on marche sur la tête. C'est d'une violence pour le sol, pour la biodiversité, pour le vivant, c'est de la folie pure. Si on veut bien prendre le temps de le regarder platement, un instant. Et donc, ces briques-là, elles sont en plus pas cuites, évidemment. Donc, elles sont peu émissives. Et puis, leur souci, c'était qu'elles étaient quand même un peu chères. Et quand on construisait l'école de RIA, on a eu la chance de bénéficier d'un moment charnière pour TerraBlock. C'est qu'ils établissaient un coworking avec l'entreprise Corna. Et ça leur permettait de fabriquer des briques dans les périodes creuses où l'entreprise Corna ne fabriquait pas des pavés ou des éléments en béton. Donc ils ont réussi à Ils avaient ce slot pour faire leurs briques. Et du coup, elles sont semi-industrialisées quand même. Donc ça permet de faire baisser le prix radicalement. Okay. Et ça démocratise la terre. Ouais. C'est fou de le dire, mais... Donc, on a pu construire avec un format qu'on trouvait vraiment très joli, qui était un peu plus étiré que la brique plus grande, qui était la première brique qu'ils avaient commercialisée, et de le faire passer à plus grande échelle parce que le prix avait aussi baissé. Et ça a été facile de convaincre le maître d'ouvrage. Parce que ça, c'est une question... Pas très... Ça dépend. Tu vois, le jardin alpin, ça s'est joué en 10 minutes. Ouais. C'était une évidence. Le maître de l'ouvrage était complètement acquis. Ça n'a même pas été une discussion. À RIA, on a mis 1 année à convaincre le client. Wow. À chaque COBA, à chaque commission de bâtisse, mois après mois, on revenait à la charge. Inlassablement. Tania disait qu'on est persévérante. Et inlassablement, on revenait. Ah, mais la brique. Et puis chaque fois, on trouvait un autre argument, 1000 autres arguments. On les a finalement emmenés en voyage d'études à travers Genève pour voir des réalisations faites avec de la brique en terre crue. Ils se sont rendus compte que c'était pas friable. Ouais. On a fait des tableaux multicritères avec du vert, du orange, du rouge, et en mettant en fait tout en lien, parce que eux regardaient qu'une chose, c'était le prix au bout. Tu sais, mais on met 2 placos, elle est bonne, entre 2 classes. Puis fait après, le bâtiment n'a pas d'inertie thermique, n'a pas de... Il y a toute une chaîne de choses. Et en fait, en faisant ce mur-là, on régule aussi d'autres choses. Donc on a aussi après parler de ces choses qui ne sont pas quantifiables en argent, mais qui sont aussi le climat, le sentiment physique avec lequel on se sent dans l'espace. On a aussi développé à ce moment-là toute une réflexion sur le local et ces plaques de placos qui viennent de milliers de kilomètres, qui sont transportées, le local qui est plus proche, et les retombées locales financières aussi. Et qui l'argent est plutôt mis dans la main d'œuvre de la personne qui est là sur le chantier que dans des et qui intermédiaires. Travaille, Et finalement il y a ceux qui pressent les briques à la main et celui qui monte les briques ou celle qui monte les briques sur le chantier, et c'est le transporteur. Et le transporteur. Voilà. Mais des fois, c'est le mec donc qui faisait on a pendant 1 an on a mis du temps à les convaincre. C'est une fois par mois, une séance par mois de copil. Et du coup, ce qui les a convaincus, c'est le tableau.
Je sais pas même Ah, pas. l'usure. Ça va durer une année de plus. C'est- on en vous peut avez proposé plus, du là. placo, puis ils vous ont dit « Ah, mais pourquoi vous faites pas de la brique ?» Mais non, je pense que c'est quand même la visite. Finalement, on leur a servi. Ouais. On les a d'abord épuisés à travers la ville, ensuite on leur a servi des cafés et des croissants au jardin alpin, là où on avait utilisé les briques en terre crue pour la première fois. Et le maître de l'ouvrage qui est venu, lui, il était formidable. Oui, il était C'est formidable. lui qui les a convaincus. Pierre-Alain Tchaudy, il était maire de Mérin à cette époque-là. Ouais. Il nous avait reçus et il était 1000 fois plus convaincant. Peut-être que si peut-être on lui qui était est aussi convaincant. éloquente que lui, ça se serait joué en deux tours, mais non. Bah, en tout cas, tant mieux. Tant mieux. Vous ouais. avez ouvert la voie à plein d'écoles en briques de terre maintenant à C'est Fribourg. formidable. Ouais, il y en a beaucoup. Enfin, Ouais. Je sais pas, j'en connais une. En tout cas, celle Estavayer. de Estavayer, elle est magnifique. Ouais, Oui. elle est très belle. Il y a Bah, celle- le Ah, mais il y a chauffeur. aussi celle de Jean Fiochéab, Ouais. c'est Ah oui. juste. Uh-huh. Il travaille chez Réfléchir. Ah, mais je vois dans les concours. des concours que j'ai gagné. Non. Non, pas du tout. Mais je vois dans les concours, dans les visuels, on a vraiment comme Ouais, un c'est nouveau super, code en fait. c'est C'est super. super. Ouais. Toutes ces démarches, C'est- c'est comme ce qu'on disait pour le réemploi. La brique en terre crue, ou la terre crue, ou ces matériaux-là, en fait, tout à coup, deviennent des nouveaux langages et chacun s'en empare à sa façon. Et avec une diversité, on établira du sens, mais heureusement, il n'y a pas qu'une façon de faire et il n'y a pas qu'une façon d'expérimenter des matériaux sains. Et l'école Aria, on n'a pas réussi, on a essayé pourtant de construire cette école sans double flux. Mais Ok. le canton de Fribourg a encore un service de l'environnement qui est dans une autre ère et on s'est confronté Dans à, l'autre des discussions très très compliquées. Ouais. Et là, même si les une année et demie d'aller-retour n'ont pas suffi, mais par contre, elles ont ouvert la voie à deux autres établissements. Estavayer s'est fait, et QJ se sont faits sur le canton de Fribourg Il me sans semble- double flux. Il me semble que maintenant il y a une demande particulière du passif, ouais. 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 Alors C'est les cool. cantons comme le canton de Genève et Vaud avaient déjà tourné la page du double flux dans les écoles, mais quand nous on a construit RIA, c'était pas encore possible. Et par contre on a bataillé, mais peut-être que notre bataille elle a servi aux autres. Et Brique par brique. C'est bien, allez. On va suivre ce que vous faites la prochaine fois, puis on Non, se dit, mais bon alors on dans est- 10 on ans, est c'est tous- bon. Même pas avant 10 ans. Alors, On- de l'herbe et des arbres dans les cours, c'est Bon. check. Des matériaux sensés, check. C'est- Du réemploi, check. Check, des briques en terre crue, check. C'est quoi votre prochain projet quand Non, mais c'est Je bien, regarde le trouve. téléphone là, on attend un résultat de concours. Ah, Mais rien. Mais rien. on croise les Voilà. doigts pour vous. Mais c'est S'ils nous regardent, appelle. c'est impressionnant en tout cas je trouve d'avoir ce courage de tenir une année et demie, puis à chaque fois d'aller sur le projet jusqu'au bout. On est deux, c'est bien, tu vois. C'est ça. Quand il y en a une qui n'en peut plus, et à l'autre qui allez. Et quand on n'en peut plus ensemble, Puis on a c'est aussi bien une super aussi. équipe derrière Oui, bien aussi. sûr, on C'est n'est pas pas qu'on que est les deux, deux, pas non. du tout. C'est vrai, on est Notre toute une chère équipe. équipe. Est-ce que ça vous motive plus à Notre être- équipe Ouais. Ah, notre équipe, bien sûr. Ils sont Notre équipe est formidable et Essentiel. ils nous apportent beaucoup. Ouais. D'abord, on s'appuie beaucoup sur eux. Peut-être que sur eux, sur elles. Je ne sais pas si... peut-être qu'ils en souffrent, mais... Dans le mais- chat, n'hésitez pas. Je vous ai dit que j'en parlerai, donc si vous voulez, c'est mais maintenant. non, on s'appuie beaucoup sur eux et elles et eux nous apportent énormément. Ils nourrissent tous nos projets, Énormément. Mais tout le temps. on leur donne énormément d'autonomie, Ouais. donc on les Mhm. suit plutôt. Ouais. On les guide. C'est un Plus, peu. ou pas guide, mais on est en plus en réponse, en répondant que de... C'est un partenariat. Ouais. On est vraiment, nous, on considère qu'on est une équipe. Une C'est structure horizontale, ouais, vous on n'est considérez pas. Enfin, j'espère. je sais pas si Mais, on est totalement horizontal. Oui, parce qu'on Euh, est là tout le temps, il y en a qui viennent, il y en a qui partent Oui, c'est quand vrai, même c'est vrai, dans ouais. notre bureau, mais, Mais- on essaye en tout cas de d'avoir ce genre de rapport
de collaboration que vous pouvez avoir entre vous avec... d'être à l'écoute et sûr, de donner beaucoup d'autonomie aussi. Reconnaissante. Et ça, c'est... ouais. Et j'ai une question, mais le premier collaborateur que vous avez eu, comment ça s'est passé ? Première collaboratrice, peut-être ? Ou collaboratrice. Alors, la première collaboratrice qu'on a engagée ensemble, c'était Maria. C'était formidable avec Maria. Ouais, c'était formidable. Pas de vertige de se dire mais comment je vais être, comment je peux l'être. On avait déjà eu des collaborateurs, eu des bureaux avant. Non, mais justement, dans vos carrières respectives, votre tu dis notre premier collaborateur ou notre première collaboratrice, jamais. Donc pas ensemble. Mais en fait, ça se pose même pas. Ça se pose normalement comme question. Okay. Parce que je pense que alors toi, tu as commencé par une association, moi j'étais toute seule à la barre, on pourrait dire, mais ça a été très évident que toute seule, il n'y a rien qui se fait, tu peux pas, c'est impossible, en tout cas c'est pas ma vision, j'arrive pas, et j'ai tout de suite eu une personne qui a travaillé avec moi, et ça faisais partie de la donne. Est-ce que ton passé en tant qu'assistant, par exemple, en pôle projet, je vais pas poser. Mais est-ce que ton passé en tant qu'assistante, ça t'a permis d'appréhender la collaboration avec quelqu'un de manière différente ou pas? Dans le sens je vois très bien à quoi tu veux te référer. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que tu vois, comme assistante ou comme enseignante, en réalité, tu en apprends encore bien plus que quand tu es étudiante. Ouais. C'est énorme. Et toi, par exemple, j'ai beaucoup appris de toi. Mais en fait, ce que je voulais te poser, enfin nous, le rapport qu'on a eu avec nos anciens patrons, c'était un rapport assez direct, des fois très vertical. Et au moment où on a lancé le bureau, notre premier collaborateur, c'était tout un truc, quoi. C'était vraiment, on savait pas comment faire, comment gérer, comment il fallait être, est-ce qu'il fallait être un patron, parce que c'était un peu la seule. Moi, j'avais pas ce genre d'expérience, mais comme moi, je suis pas souvent là. Pas souvent là. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que Christophe et moi, on s'est dit, mais comment il faut être ? Est-ce qu'il faut être Et ça, je me demande si c'est un truc qu'on se pose comme question ou pas. Enfin, moi, je me suis posé cette question-là. Moi, c'était une panique. Peut-être vous avez gagné, je sais pas, 3 concours de suite. Il fallait peut-être qu'il n'y avait pas le temps de se poser la question non plus, c'est-à-dire. Non, mais comme dit Véronique, on avait d'autres structures avant. Donc même si je remonte aux premières, je me rappelle même plus. C'était Francis. Qui était stagiaire chez nous, Francis Jacquier de l'Archiplein, qui avait travaillé en tant que stagiaire dans la structure que j'avais à Lausanne avec Jeanne de la Casa et Sylvie Pfeller. On avait à l'Architecte. On avait fondé à l'Architecte, mais c'était en 2000. Et je crois que Francis a dû travailler pour nous. Je crois que c'était un des premiers collaborateurs, mais je sais pas, il faut lui poser la question. on lui écrira. Non, c'est vrai que c'était un truc assez drôle, je trouve. Pour toi, ça a été une expérience. Pour moi, ça a été drôle. Ouais, on était là tous les jours avec lui. Donc nous, notre premier collaborateur, ça a été un stagiaire. Et c'est vrai que c'était assez, c'est souvent comme ça. Mais c'est très enrichissant, moi je suis d'accord. Que... c'était hyper cool. Ouais. De manière générale, c'est... Parce que tu as besoin, dans nos pratiques, on a besoin du regard de l'autre. On fonctionne... moi je trouve qu'on a besoin de comprendre qu'on a nos propres névroses et que le problème n'existe pas. L'autre, il est là pour te dire, non mais ça c'est pas un problème. Mince, c'est plus facile maintenant le projet. Non, enfin moi je vois ça comme ça. On a des névroses communes, c'est aussi ça le problème. Non, mais des fois on se crée des problèmes, mais c'est bon, bref. Non, mais alors, l'association, c'est clair qu'on a cette chose en commun. On pense que c'est indispensable de ne pas travailler seul. J'ai jamais travaillé seul. Non, mais moi, j'avais pas vraiment choisi d'être seule à la barre, mais parce que j'avais commencé avec quelqu'un et finalement ça s'est défait très vite et je me suis retrouvée à continuer toute seule la route, mais j'étais pas toute seule sur le chemin. J'avais des personnes qui travaillaient avec moi au quotidien au bureau, mais j'avais aussi des bureaux partagés avec d'autres amis architectes qui
posaient leur regard sur ma pratique et inversement, où je posais mon regard sur leur pratique, et qui sont toujours des amis chers, dont j'aime voir les projets. Et c'est une illusion, la solitude. C'est c'est difficile à concevoir en architecture, pas qu'en architecture, mais c'est vrai que au moment où on s'est rencontrés, Tania et moi, il y a quand même un changement de dynamique, d'être seul à la barre ou d'être deux à pouvoir partager certaines choses qu'on ne partage pas forcément non plus complètement avec nos collaboratrices et collaborateurs. C'est les soucis, c'est les fins de mois. Soyons honnêtes. Il y a certaines choses. On voyait Alessio qui partait là tout à l'heure. On s'est dit, quelle chance! Le cœur léger. Notre stagiaire qui est étudiant, et il est toujours souriant. Super chou. Et c'est vrai qu'il a pas de... Il n'a pas de responsabilité de vie. Il a pas... C'est léger, tu vois, c'est chouette. Mais alors d'être deux, c'est très beau aussi parce que j'aime bien le dire, mais 1 + 1 c'est plus que 2 et c'est vrai. T'imagines, regarde la 1 + 1 + 1 c'est bien plus que 3. Il y a encore du barbe aussi. Et oui, parce qu'on va plus loin et la pensée mûrit différemment et d'être dans une discussion longue, c'est très riche. On apprend l'une de l'autre, on apprend de notre équipe, on se confronte tout le temps et ça mûrit. On a commencé par des écrits avec ce concours dont on parlait, et aujourd'hui, on écrivait encore et on aime beaucoup se passer nos écrits et rebondir sur le texte l'une de l'autre parce que l'écrit a quelque chose de très en lien direct avec la pensée et c'est très intime et le fait de le partager de cette façon, ça tisse une pensée commune et je trouve que ça nous mène plus loin. C'était une déclaration d'amour. Je suis tout émue. Si vous avez une relation épistolaire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est l'écrit c'est très intime, donc il faut faire confiance aussi pour le partager. Ce qui est bien, c'est que nous on ne sait pas écrire les trois. Non, on est trois. Nous c'est plus, c'est autre chose. Mais ça peut passer par le dessin, ça peut passer. Bien évidemment. Alors non, il n'y a pas de recette. Mais c'est rigolo parce que le premier collectif qu'on a fait, le premier exercice qu'on a fait, c'était un cadavre ski. C'était un cadavre ski. Ah, voilà. Ouais. Mais un collage. Par contre, on n'a pas écrit, toujours pas. Mais c'était aussi un cadavre ski. Ouais. Vous continuez à collaborer sous forme de cadavre ski ou maintenant, avec les années, où vous avez une plume commune Oui. Mais Véronique vient de le dire ce matin encore. J'ai repris un texte que Véronique a fini hier soir. Ouais. Mais maintenant, c'est plus en symbiose. C'est moins un cadavre ski, c'est-à-dire... mais on rebondit toujours sur le regard l'une de l'autre. Mais aussi notre quotidien nous amène aussi plus loin, ou même les événements, les discussions qu'on a comme aujourd'hui, ou lundi quand on était à Fribourg, ou même les discussions qu'on a sur les projets, nous font avancer la pensée et un concours. Nos collaboratrices et collaborateurs, les lectures qu'ils ont, les stagiaires qui nous parlent de leurs enseignements, tout ça nous nourrit énormément. Tu veux rebondir sinon on parlait de lecture, donc je voulais laisser Christophe rebondir. Justement, j'aurais aimé que tu parles de
Vous êtes les invités de Talks qui nous ont le plus proposé de livres, qui nous ont le plus ouvert à de nouveaux articles, à de nouveaux bouquins qu'on ne connaissait pas. Et je vous en remercie, c'est super chouette parce qu'ils sont tous super. Et c'est vrai qu'à la base on était uniquement spécialisé en architecture, mais maintenant on a 1 ou 2 livres de paysagisme grâce à vous, dont celui de Pete Woodolph qu'on recommande aux gens quand ils viennent. Vous avez vu ce livre ? Très beau. Mais en plus, tu dis qu'on l'a recommandé, mais on t'a parlé de Pete Woodolph, mais on connaissait pas ce livre. Et on va repartir avec. Non, mais que je prévienne tout le monde qui sera invité à nos places les prochaines fois. Virginie, j'ai un guet-apens. On repart des livres plein le sac là. Ouais, alors il y aura forcément moins de livres après phase, mais Et, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais c'est vrai que ce dernier là que vous nous avez recommandé, il est génial. Il est génial parce que je ne sais pas combien de références il y a là-dedans, mais il y a une référence par page, à peu près. Et c'est que des bâtiments suisses, suisse-allemandes, suisse-romandes, suisse-italiennes. Et à chaque fois, il y en a qu'on connaît déjà, mais la plupart, c'est des découvertes et c'est une belle sélection. Et à chaque fois, il y a une très belle photo avec un détail, une axonométrie avec une coupe constructive. Donc merci pour cette recommandation. On vous fait tellement confiance qu'on en commande 2 direct. Vous n'avez pas ce livre-là ? Oui, on peut le trouver et on en commande 2. On se réjouit de le découvrir. En fait, c'est un client, nos maîtres de l'ouvrage pour qui on travaille sur une nouvelle enveloppe énergétique d'un bâtiment. Et qui est venu avec la semaine passée. Puis on l'a juste feuilleté vite, on dit je fais tout de suite une photo du livre, on va le commander. Donc je me réjouis de le découvrir un peu, mais il avait l'air vraiment super. Il est bien. Et merci. Petite frustration, on aimerait avoir les plans. Ah ouais. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de plan. Mais parce que c'est la façade. C'est la façade. Et ils vont faire un fine Arrête de tout vouloir. Il n'y a pas la suite Eine Plan. On en parlait justement hier. On a un stagiaire qui nous disait qu'il avait fait un atelier avec. C'était Paul-Antoine, c'est Paul-Antoine. Ouais. Qu'il avait fait un atelier avec Lutyens Padmanabhan, qui ont commencé le semestre en disant. Pas de dessin, pas de plan, rien. Et, faites-nous une maquette de façade, pas de bâtiment, de façade. Ils sont forts et en façade. Après ça, à partir de la façade, je sais pas, peut-être qu'ils y sont là-dedans eux. On va le découvrir. Non, on rigolait, c'était pour la façon dont vous avez prononcé le nom de manière exacte. Et nous, on a mis vraiment du longtemps à. Mais c'est parce qu'on les aime beaucoup. Nous aussi, mais on est moins doués. J'aimerais essayer de dire son nom. Et sinon, il y a The Good Life d'Inaki Abalos, qu'on se réjouit de lire. Malheureusement, on l'a pas encore lu, mais moi aussi, je me réjouis de le lire. Il est dans mon sac. Et si vous avez d'autres recommandations, si vous avez des recommandations à faire en un ou deux livres, pour que ce soit architecture, paysage, même des choses. On vous dira. Avec plaisir. Nous, on apprécie beaucoup avoir les recommandations parce que ça nous augmente notre stock. On t'avait promis une liste de livres pour enfants, mais qui touchent de la ville, de l'architecture, du paysage, etc. Donc j'y ai repensé en arrivant ici. J'avais oublié. Donc on y pense. Il y en a effectivement. Il y a les livres qui parlent d'architecture très directement, puis il y en a d'autres qui sont plus des questions de pensée aussi, et qui nous accompagnent beaucoup. Parfois, c'est aussi des moments où on a le temps justement de plus être dans l'image, mais de se recentrer sur ce qui nous ancre. Et ceci compte aussi beaucoup. Vous avez un livre de chevet actuellement qui... lié à l'architecture, mais un livre actuellement Qu'est-ce que j'ai comme livre que vous êtes en train de lire?
C'est mon livre de chevet en ce moment, c'est se nourrir de son jardin. C'est très bien. Voilà, c'est pas mal, ça. On retrouve l'esprit. Mais après, on lit des choses diverses. Moi, je viens de terminer un livre de Annie Ernaux. Mais il y a des livres qui nous ont beaucoup accompagnés, qui sont des livres plus de penseurs ou mieux avec moins de Philippe Madec. Ça, c'est aussi des choses qui structurent ou qui posent des mots sur les mêmes réflexions qu'on est en train de mener. Et alors, c'est chouette d'avoir tout à coup les mots de quelqu'un d'autre qui le dit parfois plus précisément. Et qui l'amène aussi sur une approche plus globale, plus de philosophie de vie. Et c'est là où ça résonne beaucoup, parce que c'est pas uniquement dans notre travail d'architecte que l'on essaye d'appliquer cette pensée, mais c'est sur la façon dont on vit notre quotidien, quand on est avec nos enfants. C'est vraiment une pensée globale. Quand tu as dit mieux c'est moins, moins c'est mieux, j'ai pensé à Less is more, mais je pensais pas que c'était pas le chemin emprunté. Mieux avec moins. Mieux avec moins. Peut-être un dernier truc qu'on n'a pas approfondi encore, c'est vous avez toute cette sensibilité pour les matériaux, la récupération, le recyclage, etc. Et comment est-ce que vous faites pour convaincre Alors, on en a parlé parce que tu t'es coupé de rhubarbe. Alors, la solution, c'est le temps. La persévérance. C'est bon. Okay. Du coup, je rebondis sur la question des livres d'enfants. C'est quoi votre premier souvenir d'architecture? Votre premier souvenir, un truc qui vous a marqué, vous êtes dit que ce soit... Je m'en souviens pas. Non, mais enfin, un truc, soit quelque chose de très conscient, dans le sens où... Moi, je sais qu'il y a un moment où j'ai visité quelque chose, je me suis dit, je veux faire ça. Je comprends quelque chose là, que j'avais jamais compris avant, et je veux faire ça. Ou un moment où l'architecture a vraiment participé à un souvenir. Moi, j'en ai parlé quand vous nous entendiez pas. Moi, j'étais en train de penser à... C'était peut-être pas le moment enfant où je me suis dit je veux faire ça, mais j'ai commencé assez tôt mes études d'architecture et je suis partie pour ma première année de stage au Portugal. J'avais 19 ans en fait. Et c'est là que j'ai découvert, il y a le livre en face de nous, la piscine de Matosinhos de Cisa. Et je crois que ma première forte émotion, je l'ai un peu vécu là. Et c'était... Ça t'a confirmé en fait. Voilà. Okay. C'était une relation aussi à la mer, à l'océan, à l'eau. Et oui, je crois que c'était effectivement l'architecture de Cisa qui m'avait beaucoup touchée à ce moment-là. Et toi, Véronique? Je ne saurais pas dire. La première fois, c'est peut-être plus diffus. Je n'arrive pas à penser un moment. Comme enfant, j'étais très sensible. Je me souviens que mes parents, à un moment donné, mon arrière-grand-mère est décédée. J'avais 7 ans. Et ils ont décidé d'aller s'installer dans la maison familiale qui est ancienne et de la refaire. Et c'était... donc, cette maison, elle était très, très simple. C'était une maison de 1850 avec des partitions très claires. Ils n'ont pas tellement bouleversé le plan parce qu'il n'y avait pas besoin de le bouleverser complètement. Et moi, j'avais choisi ma chambre d'entrée de jeu. Et c'était la chambre... Mon arrière-grand-mère était aveugle et elle avait une chambre qui était en connexion, une sorte de chambrette qui était en connexion avec le séjour et où elle rangeait les biscuits. Et alors, c'était la chambre aux biscuits. Et cette chambre, elle avait des très très belles boiseries qui faisaient le tour à une hauteur de à peu près peut-être 1 mètre, quelque chose comme ça. Et
évidemment, pour elle, ça comptait pas s'il faisait nuit ou si c'était de la pénombre, puisque ça changeait rien pour elle. Mais dans ce lieu, les rideaux étaient toujours tirés. Et il y avait une sorte d'atmosphère un peu magique. En plus, ça sentait bon les biscuits. C'était vraiment... et il y avait ces super belles boiseries. Donc c'est une question, atmosphère. Atmosphère. Et, et donc, j'avais choisi ma chambre. Et j'avais demandé si on pouvait garder les boiseries, si on pouvait les laisser. Et comme ils bougeaient un tout petit peu la cloison, ils avaient dit, bon, bah alors on va les déposer. Et ils les avaient déposées. Okay. Et elles ont été gardées précieusement pendant tout le chantier. Et reposer. Voilà. Et puis reposer. Premier geste de éviter, en tout pas de réemploi, mais peut-être de juste de mais pas parce que c'était lié à l'histoire et à l'histoire du lieu. Un souvenir. Après, c'est plus diffus. Mais c'est des sensations. C'est cool. Peut-être je passe à des questions un peu plus légères, mais on fait un Spotify de musique avec tous les playlists des invités. Et du coup, si vous avez... J'ai oublié, tu nous avais prévenu. Non, mais c'est pas grave. Non, mais vous m'aviez dit enfin, vous m'aviez déjà parlé de quelques musiques. Enfin, vous m'aviez surtout dit que vous ne travailliez pas en musique. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est très... Vous ne travaillez jamais en musique. Non. Alors, nos collaboratrices et collaborateurs, ils ont souvent de la musique, mais nous, moi, j'arrive pas non plus à me concentrer. Besoin de silence. Comme vous dites, vous travaillez beaucoup avec l'écriture. Je pense que c'est aussi affaire à ça. C'est que écrire en musique, j'ai l'impression que non, ça c'est carrément pas possible, mais on fait pas que ça non plus. Non, bien évidemment, mais ça fait partie du processus, je pense. Peut-être que c'est aussi générationnel. J'ai l'impression qu'on a moins grandi en faisant deux choses à la fois, en écoutant de la musique, en écrivant des messages à ses amis, et puis en regardant une série, faisant les exercices de maths. Et regarder une série en même temps. Oui, peut-être aussi. Mais j'en connais quelques-uns. Alors le résultat, c'est tu peux le regarder à la caméra. Je sais qu'il t'a. Du coup, la musique, c'est à quelle place? Justement, quand on écoute de la musique, on l'écoute. En fait, on va. C'est souvent des concerts en live, mais ou à la maison, le soir, en faisant à manger, ou quand il y a des amis. C'est un peu festif, en fait. C'est un peu. C'est festif. C'est moins dans le quotidien que je vois mes enfants vivre avec ça, de façon constante. Et c'est super important. Et c'est osmotique. Oui, complètement. Mais après, il y a des musiques. Ça m'est arrivé par moment de mettre de la musique pour me couper du bruit environnement. Parce qu'on parlait. Mais alors, on doit, ça doit être quelque chose d'un peu prévisible ou bien déjà très connu pour nous. Alors, ça pourrait être les suites pour violoncelle de Bach. Là, ça va. Mais si tu écoutes autre chose, ou bien s'il y a du texte. Je sais pas, moi ça me dépasse, j'arrive pas du tout, je me concentre au niveau du son, sur ce que j'écoute. Il y a les sons de la ville, les sons des projets, et je me demandais si on associait des fois des projets à une musique. Ça peut arriver qu'une musique soit liée à un type de musique soit lié à un projet. Mais si vous travaillez pas en musique, peut-être ça travaille moins derrière la... Vous, ça vous fait ça ? Moi, j'ai des playlists qui sont... Mais c'est des moments, c'est des phases de ta vie. Et c'est ça, et c'est lié au fait de réécouter plein de sons. Et je me disais, mais ces projets-là, ils sont faits dans cette ambiance musicale-là, et c'est comme un souvenir d'un parfum. Nous, la musique nous accompagne. Enfin, c'est quelque chose qu'on a. Quand on a commencé à vraiment collaborer ensemble, c'était en master. Et c'est quelque chose. Il y avait tout le temps la musique. Et moi, j'avais ramené une paire d'enceintes dans l'atelier, et on mettait la musique pour tout le monde. Il y en a que ça saoulait un peu. Désolé, mais tant pis. Et c'est trop tard maintenant. Trop tard. Mais c'est vrai que c'est un truc qui nous accompagnait beaucoup, et surtout, on avait des périodes de musique avec des projets particuliers. Et c'est vrai que maintenant, on sort des musiques, on se dit, ça me rappelle un moment. Ce projet. Ouais, ce projet. Ah, c'est cool. Mais en fait, vous choisissez les devises de vos concours comme ça ou quoi ? Alors non, on les choisit. Mais comme on sait toujours pas écrire les devises, c'est une catastrophe. Une de nos dernières devises, c'était... Non, c'est bon. Okay. Ouais, les princes de la ville. Les princes de la ville, une de nos devises, les princes de la ville, c'est une... Et jugez ce projet.
Il est T'es jugé. pas en train de nous Vendre la mèche. Non, il est jugé. Les Princes de la Ville, c'est clairement une citation d'une musique. Ouais. Mais c'est vrai. Non, ça nous accompagne beaucoup. Bon, après, nous, on a les haut-parleurs au bureau. C'est surtout quand les gens viennent dans la librairie, on met de la musique pour les rendre à l'aise, parce que c'est vrai que c'est très silencieux. Avec 3 experts qui travaillent au fond, c'est plutôt silencieux. Et on a, nous, nos musiques de temps en temps. Bref. Mais c'est vrai que la musique, ça nous accompagne beaucoup. C'est pour ça qu'on se dit, créer une playlist, ça aurait été marrant. Mais après, n'importe quelle musique est la bienvenue. Celle qui vous plaît, celle qui vous accompagne d'une manière ou d'une autre. Dans ce format, vous aimeriez voir qui à votre place? Des jeunes. C'était, je pense, la nouvelle génération. La nouvelle génération, oui. Pas... Comme vous. Non, des tout jeunes. On tout a jeunes. été, en début de cette année, à un chantier participatif. En fait, chaque année, on fait une sortie de bureau. On essaye de faire un peu, mettre les mains à la pâte. On a été faire des enduits à la chaux l'an dernier. Et cette année, on est allé faire un chantier participatif. On a monté des briques de terre crue sur le chantier participatif de Charles et Arthur. Ça pourrait être... Arthur de Buren et Charles Capré. Ah, Charles, ouais. Et Ouais, c'était il serait super. Ils seraient super. Ils En ont tout cas, aussi nous, on une aimerait bien les approche, entendre. une belle approche de l'architecture. Ok. Où il y a des collectifs, il y a toute une série de tout jeunes qui ont 25, 27 ans. Maintenant, Non, mais bien sûr. le collectif La Clique à Lausanne, mais vous devez les connaître. C'est notre promo. Notre génération. C'est votre génération. Ou alors les personnes qui portent ville en tête, Catel, et elles seraient super. Ouais, ça c'est super ce qu'elles font. Ok. Alors de nouveau, on a plein de propositions. C'est super. Ouais. Une dernière question ou c'est... Bon, elle était peut-être pas, elle est moins légère. Alors on la laissera, on la fera en off entre nous. Ok. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Je Merci. sais Merci qu'on à est vous. toujours. Est-ce que vous avez des questions? Non, Ben, des remerciements. merci beaucoup. Non, On mais admire merci. votre énergie. C'est réciproque. Non, mais, Ouais, en tout cas, c'était vraiment super de vous avoir. Je sais qu'on passe vite les projets, puis on divague souvent, mais c'est un peu le but de cette discussion. Oui, c'est sympa. Et j'espère que c'est ça pas vous aura important plu. de montrer le catalogue, c'est plus C'est important chouette d'échanger comme voilà, ça. Et d'avoir ce et format plus informel. moi, je trouve très bien. Donc, et c'est vraiment super. Merci. Merci. Bravo, continuez. Merci beaucoup. Et on se réjouit de suivre aussi l'évolution de vos projets et de votre association. Merci. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Et puis merci pour tous les achats de la librairie. Là, Virginie, tu n'écoutes pas. Virginie, elle C'est tient le notre- portefeuille. voilà. Désolé Virginie. Tu sais où on est. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce 5e épisode d'Associated Talks. On espère vous revoir bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous commenter, si vous avez des avis, si vous avez aussi des gens que vous voulez voir à cette place-là. Et on vous revoit très bientôt. Et merci pour tout. À très vite. Merci. 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 Merci d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous suivre sur Instagram. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.